Ok, bien bonsoir tout le monde, bienvenue dans Comics Discovery, dans un épisode spécial pour la Pride, que je vais avoir l'honneur de vous présenter. Moi c'est Stolas, et James et Faye m'ont fait donc l'honneur de présenter leur émission. Je leur passe la main rapidement pour un premier mot avant de continuer sur le programme principal. Eh ben, merci beaucoup, Stolas. Ouais. C'est vrai qu'on avait envie de faire une émission pour la Pride. Pour les gens qui ne sauraient pas, le mois de juin, c'est le mois des fiertés et le mois le mois où il faut être fier de qui on est et fier de s'assumer aussi. Et fier de rappeler que la méchanceté n'a pas sa place. Ouais. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, et c'est comme ça. Tout ça autour des thématiques LGBT. Et donc, on préférait que ce soit quelqu'un de concerné qui en parle et qui présente l'émission. Donc, on a demandé à Stolas de le faire. Merci beaucoup, Stolas. Et sur ce, on va commencer. Laisse Stolas. Ouais, je reprends. T'as des news ou non, après, bon, vas-y, Stolas. Ok, un plaisir d'être queer. Pour rappel, être queer, c'est d'ailleurs une identité qu'on ne choisit pas et qui a très souvent dans l'histoire été extrêmement mal vue et dangereuse pour les personnes qui le sont. Donc, chacun sa façon d'être queer et nous sommes là pour les gens qui le sont et pour ceux qui n'osent pas l'être en public. Maintenant, nous allons passer au cœur de l'émission, les comics que nous allons présenter. Tu sais quoi ? Faye, je vais te laisser commencer. Oui. Tu allais présenter Nimona de Nate Stevenson. Je t'en prie, parle-nous de ce magnifique comic. Tout à fait. Alors, déjà, pour resituer l'auteur, donc Nate Stevenson, alias aussi N.D. Stevenson, est donc un créateur et auteur et dessinateur et plein de choses de comics. Il a travaillé notamment sur Lumberjane. Et moi, je l'aime beaucoup puisqu'il a fait la série She-Ra que vous pouvez découvrir justement sur Netflix. Et cette série, vu que c'est un peu l'amour, c'est magnifique, elle avait été inspirée par sa femme et collaboratrice Molly Ostertag. On a déjà parlé dans l'émission. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est assez militant et qui travaille beaucoup sur la thématique de l'acceptation de soi. Et c'est une thématique qu'on va retrouver dans Nimona. Et alors là, je vous le dis direct, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai profité de l'émission pour rattraper mon retard dessus. Donc, c'est un personnage que Nate a créé lorsqu'il était au lycée et qu'il a retravaillé quand il était à la faculté. Il a publié d'abord sur Tumblr entre 2012 et 2014. Et puis ensuite, c'est arrivé en 2015 en format papier chez HarperCollins. Et c'est sorti en 2022 en France. Il y a eu également une adaptation de ce comics qui est disponible sur Netflix, qui est sorti en 2023. Mais c'est un projet qui a mis du temps à se faire. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, Nimona, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui débarque un jour chez un personnage de chevalier noir qui est un peu genre le vilain de cet univers-là, qui s'appelle Lord Blackheart. Et elle lui dit en gros qu'elle est fan, qu'elle veut travailler avec lui et qu'elle veut l'aider dans sa lutte contre l'Institut. Et au travers de cette histoire, on va suivre un duo de personnages qui vont apprendre à se connaître, à passer au-dessus des apparences et découvrir qu'en fait, dans cet univers où en gros, on te dit il y a des règles à suivre, c'est les règles de l'Institut et si tu sors de ça, en gros, t'es un monstre. Et ces deux personnages-là vont nous permettre de comprendre qu'en fait, c'est bien, c'est normal d'être qui on est. On n'est pas obligé de suivre les règles qu'on nous impose. On est très bien comme ça. Et au travers de ce titre, ça va parler de thématiques comme l'homosexualité, puisque le personnage de Blackheart a une histoire compliquée avec un autre chevalier avec qui il a fait ses classes. Vous verrez, il y a un peu de twist et de choses comme ça, mais ça permet de parler en fait de l'homosexualité, de l'accepter, de la découvrir et de la vivre aussi dans une société qui a tendance à vouloir vous empêcher d'aimer la personne que vous avez choisi d'aimer. Et en même temps, c'est aussi un titre qui va parler de gender fluid, puisque c'est une thématique qui touche Nate justement, puisque pendant plusieurs années, il s'était déclaré comme gender fluid avant de partir plus vers un pronom il.
Et on a donc le personnage de Nimona qui va aborder ça, puisque elle a une particularité, Nimona, c'est qu'elle peut se transformer en humain, en animal, en ce que vous voulez. Et en fait, il y a un moment, une scène que j'ai beaucoup aimée où elle discute avec le chevalier noir. Il lui dit, ah, mais pourquoi tu reviens pas comme t'es normal, une fille? Et elle lui dit, je suis pas une fille. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu es? Elle lui dit, bah, je suis juste Nimona. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que on s'en fout du genre, on s'en fout de d'où tu viens et tout. Ce qui compte, c'est la personnalité. Et c'est des thèmes dans lesquels je me suis reconnue dedans parce que, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens dégagent, c'est leur âme, c'est leur humanité, c'est tout ça. Et j'ai trouvé vraiment ce récit à la fois très, très bien écrit, très touchant. Les différents twists, même si certains, bon, vous me connaissez, je les devine, mais c'est pas grave parce que ça dit beaucoup de choses et à la fin, c'est une œuvre qui est inspirante, qui vous donne envie de lutter pour être vous-même, de lutter pour dire aux autres non, je ne suis pas un monstre. Je suis comme ça, born this way, comme dirait Lady Gaga. Et c'est un type qui est très très fort. Et le dessin, alors moi j'ai beaucoup aimé. J'ai posé la question à James parce que je savais pas, mais les dessins me font beaucoup penser aux dessins animés que tu aimes bien, Adventure Time. Il y a un côté un peu comme ça, très cartoon. Il y a des imageries qui font penser aux vieux récits chevaleresques. D'ailleurs, l'écriture rappelle aussi un petit peu ces vieux récits chevaleresques. Il y a aussi un mélange un peu science-fiction. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça, mais c'est très, très beau. Il y a un travail sur les couleurs qui est magnifique, notamment le travail sur les ombres et les lumières qui vont accompagner en fait toute la psychologie des personnages. Donc j'ai trouvé ça brillantissime. James, tu veux déjà m'interrompre? Juste une question, parce que moi j'ai vu juste la couve, et la couve, c'est les mêmes, le même dessin que Lumberdale. Ouais, c'est le même style. Ça m'a fait penser. C'est aussi fluide et aussi dynamique que Lumberdale. Moi j'ai trouvé ça très très fluide, très dynamique. Et en même temps, je te dis, tu as ce côté un peu comme les petites tapisseries, les petits tableaux, tu vois, des petites histoires mythiques, tu vois, genre, je pense notamment, tu vois, à truc Georges, à Saint-Georges, je crois que ça s'appelle le chevalier qui tue le dragon, tu vois, un peu l'esthétique comme ça. C'est Saint-Georges. On a une question dans le chat de Xav. Il demande qu'est-ce que c'est Genderfield. C'est en gros que tu n'as pas de genre déterminé, ça dépend de comment tu te situes. Il y a des périodes tu vas peut-être utiliser elle, des périodes tu vas utiliser yel, ou d'autres périodes tu vas utiliser il. Voilà, c'est pas fixe quoi en fait. C'est comme la personne le ressent à un moment donné, si je le résume bien. Et en fait, c'est moi. Voilà. Je suis principalement à genre, mais effectivement, en fait, c'est quand ton identité de genre peut varier d'un jour à l'autre. Il peut y avoir des longues périodes, il peut y avoir des très courtes périodes. Et c'est encore plus intéressant à naviguer, pour parler d'intéressant, pour ne pas dire extrêmement confusionnant, que d'être non-binaire de façon, on va dire, régulière. Ouais. Parce que, en fait, si ça change d'un moment à l'autre, les gens ne savent jamais trop comment s'adresser à toi. Ce qui est logique, toi non plus, tu sais pas trop. Okay. Mais c'est pour ça, n'hésitez pas, quand vous avez un doute, à demander à la personne. Ouais. Comme ça, au moins, vous êtes demander les pronoms. Juste pour finir. Une technique pour moi qui a du mal à genrer les gens tout court, même les gens cis. Vous pouvez essayer d'éviter d'utiliser des mots qui sont genrés pour qualifier les personnes. C'est un petit exercice mental, mais en vrai, c'est bien pour la flexibilité du cerveau et on vit mieux plus longtemps. Donc, tu as raison. Juste pour finir, donc je voulais très rapidement un petit mot sur l'adaptation. Donc c'est une adaptation qui est en projet depuis 2015. Au départ, ça devait être la Fox qui devait s'en occuper. Puis ensuite, c'est parti chez Blue Sky. Et quand Blue Sky a été fermé, parce que je crois le studio, il y avait un truc avec Disney qui l'avait acheté ou je sais pas quoi, le projet a été récupéré par Annapurna Pictures. Et au final, en 2023, c'est sorti sur Netflix. Alors l'animation, elle est très très belle. Par contre, au niveau chara design, ça change totalement du comics. C'est pas laid, mais moi j'avoue que j'aime bien le style du comics. Après, au niveau de l'adaptation, l'histoire, c'est-à-dire si vous avez des choses qui vont être un peu sous-entendues, pas vraiment montrées, machin, là ça va aller franco.
Genre l'histoire justement du Chevalier Noir, c'est franco direct avec l'autre chevalier, pas de problème et tout. Enfin, je pense que ça a été adapté pour la jeunesse, où vraiment, voilà, ils ont peut-être pas, tu vois, tous les trucs de sous-entendus que nous, adultes, on peut mettre dedans. Mais je trouve que le film reste quand même de qualité. C'est un beau message positif à montrer à la jeunesse et vraiment, je le recommande. Après, voilà, moi, j'ai quand même plus d'amour pour le comics, mais vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. J'aime autant que She-Ra, donc je vous conseille les deux. Allez-y, foncez. Lisez du Molly Osterstag. Aussi, ouais. Et je rajouterais que l'animation du film est absolument magnifique. C'est vrai. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement complète. Nous allons passer à James qui voulait nous présenter Superman Son of Kal-El de Tom Taylor John Timms. Je t'en prie, James. La parole est à toi. Pardon, Tom Taylor et John Timms. Oui. Alors, vous savez, si vous êtes auditeur de Comics Discovery depuis un petit moment, vous connaissez mon désamour pour Tom Taylor et notamment pour toute sa saga Injustice que vraiment je n'aime pas du tout, que je trouve assez pauvre scénaristiquement. C'est un scénariste avec qui j'avais beaucoup de mal et petit à petit je le vois sur des petites séries arriver, notamment son Nightwing. C'est un scénariste que je me trouve à apprécier finalement. Donc de quoi ça parle Superman Son of Kal-El? Et ben ça parle du fils de Kal-El, donc pas de Kal-El mais de John Kent. John Kent qui est le fils de Clark Kent et de Lois Lane. C'est un personnage qui est assez vieux maintenant puisqu'il date, il est apparu en 2015 sous la plume de Dan Jurgens. C'est un personnage qui a beaucoup évolué, notamment dans les New 52, puisque si vous n'avez pas lu les New 52, Superman a beaucoup évolué, notamment le premier Superman des New 52 est mort pour être arrivé à un deuxième Superman d'une autre terre qui est marié avec qui était déjà marié avec Lois Lane et qui avait un enfant. Et là, dans Superman Son of Kal-El, on voit la naissance puisque ça commence sur une espèce de grande bataille cosmique d'une invasion d'extraterrestres par la Terre. On voit Superman et la Ligue de Justice en train de se battre contre l'invasion, et il y a tout le monde qui lui dit mais casse-toi, t'as pas à être là. On gère l'invasion, tu as autre chose à faire. Et en fait, il va à la Batcave. Et à la Batcave, il y a Lois Lane en train d'accoucher de son fils, donc de John Kent. John Kent, on a pu suivre ses aventures dans une super série qui s'appelle Super Sons, où il faisait équipe avec mon chouchou Damian Wayne. Là, ils étaient petits, ils avaient 11-12 ans, mais depuis, il y a eu il est passé dans une petite boucle temporelle. Ouais, il est parti avec son grand-père faire un tour dans le futur, et il est revenu, et maintenant il va à la fac, donc il est un peu plus âgé, et on découvre un John Kent. Vraiment, c'est ça que j'adore avec ce personnage. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage. Je le trouve génial. C'est le meilleur de ses deux parents, en fait, parce qu'il a le côté valeur d'espoir et jusqu'au boutiste de Kal-El, enfin de Clark, mais avec le côté je vais jusqu'au bout de mes idées, je suis quelqu'un qui prend des risques et qui met mes valeurs jusqu'au bout, de Lois Lane. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions au début du comics sur ce qu'il est, parce qu'il a un héritage super lourd à garder. Et on est dans un univers, si vous avez pas suivi, parce que moi je suis plus le comics mainstream depuis un moment, donc je découvre un peu. En fait,
le monde sait qui est Clark Kent le monde sait que Superman est Clark Kent et que il est avec Lois Lane et que leur fils c'est John Kent. Au début, il essayait de cacher son identité pour aller à la fac. Et en fait, c'est marrant, dès le début, en fait, il avance pour aller faire son truc d'inscription. Et il y a un mec qui arrive avec un gun, alors que lui, il s'est fait chier à se faire toute une nouvelle identité pour cacher le fait qu'il est Jonathan Kent. Et il y a un mec qui est avec un gun et qui tire sur tout le monde. Et forcément, lui, c'est Superman. Donc, il va sauter face au bal et du coup, son costume va s'éclater et tout le monde va voir que c'est Superman. On s'en fout oui. Moi, j'attends le passage. Effectivement. Alors, je parle de ce titre parce que dans ce titre, on découvre que John Kent est gay, puisque il va se découvrir un amoureux qui s'appelle Jay Nakamura, parce que tout le début du run tourne autour d'un pays qui prend qui est un pays un peu où on n'a pas le droit de sortir et où les habitants, c'est censé être un paradis. C'est l'île de Gamora, ça m'a fait marrer parce que le nom du perso de chez Marvel, et les gens n'ont pas le droit de sortir, mais il y a des réfugiés, et en fait tous les réfugiés ont subi une partie des réfugiés ont subi des trucs en laboratoire, et ils ont des pouvoirs. Et il y a un journaliste d'internet qui s'appelle La Vérité, qui parle sur une espèce de TikTok et qui parle justement de cette île de Gamora qui est gérée par un dictateur, qui est gérée par le dictateur, mais aucun comme il y a des fonds financiers, aucun gouvernement ne souhaite se mettre face à lui. Et John Kent va voir ça, et lui, par exemple, à un moment il y a une manif, on va interdire la manifestation, et John Kent va arriver et va dire moi je vais manifester avec eux, qu'est-ce que vous allez faire? Et les flics sont un peu là, d'accord, oui, c'est Superman, on peut rien faire. Du coup, ce perso, c'est un perso qui est quand même militant, et en même temps qui s'interroge sur lui-même, quoi. Ouais. Et du coup, on va découvrir que ce personnage de Vérité est en fait Jay Nakamura, qui est l'ancien fils de la présidente, l'ancienne présidente de l'île de Gamora, et qui lui aussi a des pouvoirs, parce qu'il a le pouvoir, un peu comme Kitty Pryde, de pouvoir tout traverser. Et en fait, il y a un truc qui est un peu marrant, et qu'on découvre quand il discute, il dit, en fait, tu t'inquiètes pour tout le monde tout le temps, mais moi, je suis la seule personne pour laquelle tu ne peux pas t'inquiéter, parce qu'en fait, il peut rien m'arriver, vu que tout, si on me tire dessus, ça va me traverser, ça va rien me faire. Et là, il va y avoir un petit bisou, et voilà. Donc, toute la thématique du titre n'est pas autour des thématiques LGBT, mais ça montre que en comics mainstream, on peut avoir des représentations, et des représentations cool. Et vraiment, j'ai adoré le titre. Il y a plein de petits clins d'œil avec moi. Ce que j'aime beaucoup dans l'aspect chez DC, qu'on a moins chez Marvel, c'est le côté familial. Et c'est un truc qui revient beaucoup. On va voir les parents de Clark. Enfin, on va voir Martha Kent et John Kent, le premier John Kent. On va voir Damian, parce que Damian est le meilleur, et même maintenant est toujours le meilleur ami de John. Il va y avoir des petites vannes, ils vont se balancer des petites vannes. Genre à un moment, il y a Damian qui va le voir avec Jay, et en fait au premier regard, il va comprendre, parce que en fait son pote, c'est son meilleur ami, et en même temps, Damian, c'est le meilleur détective du monde, donc il va lui dire ravi pour toi. Il va comprendre de suite qu'ils sont ensemble, et c'est trop mignon. Oui, vas-y. Je me permets, James, mais en t'écoutant, moi je trouve que c'est quand même un titre qui parle aussi d'adolescence, d'éveil sexuel, et de trouver justement la personne, ce qui nous attire, et de comprendre. Et en même temps, il y a tout un truc aussi sur l'acceptation, parce que son pote finalement, en lui disant c'est cool, je suis content pour toi, ça montre aussi une vision positive justement d'une amitié qui est pas négative et qui est plutôt supportive. Donc c'est plutôt pas mal justement dans un titre mainstream, où tu as des personnages qui ont tendance à être, tu vois,
plutôt sombres où certains les mettent en modèle de masculinité parfois de façon toxique. Oui, Monsieur Snyder, hein, je pense à vous. Et en plus, Voilà, quoi, il y a tout un truc sur le fait que, parce qu'en fait, lui, il connaît le futur vu qu'il est parti dans le futur, donc mais on ne sait pas ce qui va arriver, mais il sait qu'il va arriver des trucs pas cool à Superman, donc à son père. Il sait que son père va disparaître pendant un moment, et en fait, parce que j'ai lu que le premier tome, mais je vais lire le deuxième tome parce que vraiment, j'ai trop accroché à la série. C'est pas celui-là qui avait fait polémique à l'époque? Oui, bah forcément, tout le monde avait... ça avait râlé que effectivement qui se mettait. Mais même parce que Tim Drake est devenu bi aussi, et ça avait fait râler le fait que Tim Drake soit devenu bi et que John Kent soit gay, mais bon, tout comme tout le temps, quoi. Et donc il y a tout un moment où son père dit je vais devoir partir pour aller aider des gens, et lui dit il va partir et c'est moi qui vais devenir Superman. Et il y a même un moment une passation de pouvoir où Clark va donner le costume de Superboy qu'il avait quand il était jeune, qui a été repassé. Donc il va retourner dans le vieux costume un peu old school de Superman. Et du coup, en fait, on va comprendre que en fait John Kent peut être un Superman, mais il y a un truc qui me fait je réponds juste après. Il y a un truc qui m'a fait ultra rire au tout début, c'est vraiment un spoil, c'est pendant que Lois et Kal-El sont en train elle est en train d'accoucher, et donc t'as Wonder Woman et Batman qui sont en train de discuter devant la Batcave, et t'as Batman qui lui dit j'ai fait des tests sur le petit, il a les pouvoirs donc il est kryptonien et humain, donc potentiellement il pourrait être encore plus fort que son père. Et t'as Diana qui le regarde avec un regard, mais vraiment genre en mode mais t'es vraiment con, genre elle lui dit mais tu sais Bruce, tu as déjà une mauvaise réputation, c'est pas en faisant des tests sans demander à ses parents sur leur enfant que ça va s'arranger. Et il y a tout un feeling comme ça autour du fait que John fait des trucs vraiment encore plus genre vraiment il arrive à sauver des gens d'un accident, et il va plus vite que son père, ou il va plus, enfin vraiment il essaie d'aller plus loin à chaque fois, et vraiment, je trouve qu'ils ont réussi à toucher l'ADN de Superman en y rajoutant un peu. Et le titre est trop bien. Et vraiment, alors, je me relie avec Tom Taylor. Enfin, j'enlève tout ce que j'avais dit sur Tom Taylor, même si Injustice c'était pas terrible. Ce titre-là est génial. Vas-y, Stolas, si t'avais une question. Alors, c'est pas une question. C'est évidemment qu'on a touché à l'ADN de Superman puisqu'il s'agit de son fils. Oui. Et 2, j'ose à peine imaginer à quel point le gamin a dû être compliqué à élever, que Superman ne pouvait pas le rattraper. Alors moi, je reconseille la série Superman et Lois, qui est très très bien, qui s'est finie il n'y a pas longtemps. Avec Space, on a fait que la recommander, mais allez-y, foncez, parce que justement... Et je pense que si tu as aimé ce titre, la série ne peut que te plaire parce que c'est le même style d'histoire. Moi, je recommande encore une fois la super série de Jiménez et je sais plus qui c'était au dessin, je crois que c'est Gleason. Je crois que c'était Patrick Gleason qui était ou c'était Tomasi, je sais plus, au scénario. Super Sons, où c'est Tomasi, je crois. Ouais, c'est Tomasi, je crois. Où c'est Damian Wayne et c'est Damian Wayne qui vient chercher ou c'est l'inverse, je sais plus, qui vient chercher John pour aller pour devenir une équipe. Pas leurs deux parents qui sont en mode mettons-les ensemble, ils ont tous les deux des problèmes. L'un est trop naïf, l'autre est trop solitaire, je gère tout seul. Si on les met ensemble, peut-être que leurs défauts vont se compléter. Vraiment, si c'est la vibe est trop bien, l'humour est trop bien géré. Il y a un truc. Apparemment, Faye m'a dit que le ship Damian Wayne et John Kent était le truc le plus shippé sur le truc de fanfiction. Non, alors en fait, c'est ça. J'ai lu que sur la catégorie super-héros, le truc le plus shippé, où il y avait le plus de fanfiction, c'était sur Damian et
et John Kent, et qu'apparemment il y a beaucoup de fans de ce ship qui aimeraient que ça soit canon en fait. Ouais. Voilà. Mais Et tu avais des questions, James, parce que tu pars loin, tu digresses. C'était quoi les questions? Sur le chat, il y avait Xavier qui disait: tu penses qu'un comics comme celui-là peut être adapté en série ou film, ou tu penses que des producteurs ou réalisateurs ne se lanceraient pas sur cela pour ne pas toucher à un mythe? Alors, je pense que déjà, il faut arriver à faire un bon film Superman avant de vouloir y rajouter le fils et tout le reste. Série. Regardez la série si vous avez envie. Moi, j'aime pas trop les séries CW, donc Mais celle-là, je crois qu'elle te plairait. Ouais, peut-être. Après, regarde, quand ils ont fait les animés genre Young Justice, ils sont pas merdés à représenter les personnages. Et d'ailleurs, on le voit dans Young Justice. Mais il y a un animé John Kent qui est sur HBO Max. My Adventure with Superman, oui. Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est sur John Kent. Mais du coup, je sais pas si ils sont allés jusqu'à lui mettre son compagnon. Mais son compagnon est trop cool aussi. Hein. Mais ils sont mimi, ça. Ouais, il y a un moment où parce qu'il va l'amener. Mais raconte pas tout. Oui, non, mais il l'amène à la maison et il a déjà rencontré Superman, mais il rencontre Lois Lane et en fait, il va tomber dans les pommes de rencontrer Lois Lane parce que lui, il est journaliste et pour lui. Lois Lane, c'est la meuf qui a eu un Pulitzer, quoi. C'est Lois Lane, quoi. Et c'est trop cool. Enfin, bref, lisez, c'est la. Oui, parce que rencontrer le Superman, d'accord, c'est une chose, mais Lois Lane. Ouais, Lois Lane. Mais c'est la best. Et d'ailleurs, j'en profite. Il y a eu des premières photos et des images qui sont sorties chez Entertainment où on voit Rachel Brosnahan et j'oublie le nom du mec. J'en ai rien à foutre. Superman. Le mec qui fait Superman et elle est géniale. Moi, je le dis, je suis amoureux de Lois depuis le début. Il suffit de regarder Miss Maisel pour savoir que ce sera la meilleure Lois Lane de toutes les. Bon, même si j'adore. Non, pas Terry Hatcher. Ah non, elle est très bien, Terry La Hatcher. première. Margot. Non, Margot. Ritter. Margot Ritter. Oui, Kidder. Voilà, merci. J'adore preuve que c'est un personnage génial. Elle a toujours été bien incarnée. Même dans les mauvaises adaptations de Superman, je trouve que le personnage de Lois Lane était le truc le moins raté. Non, dans Smallville, elle est Enfin, moi, j'aime vraiment pas. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je me rappelle plus dans Smallville. Je sais pas si j'étais assez loin pour la voir. Moi, j'étais plus team, même si, bon, c'est pas, j'étais plus team Chloé que, je trouve que Chloé fait une meilleure Lois Lane que. Oui, mais on savait pas. Ok, à l'époque, on savait pas. Moi, je l'aime bien, Lois. Mais du coup, Rachel Brosnahan, vraiment. Mais si vous avez pas vu Miss Maisel, regardez Miss Maisel, c'est une des meilleures séries. Tu commences à digresser. Pardon, je suis désolé. Et avant qu'on m'enlève la parole, je tenais à dire. Si jamais tu as un autre truc à présenter, je peux le présenter, il n'y a pas de problème. Ouais, j'en parlerai après. Si j'en ai un peu plus de temps, j'en parlerai après. Non, tu seras censuré. Je passe ma. Lisez Superman Son of Kal-El. Vraiment, ça fait du bien et c'est cool de lire du bon Superman comme ça. C'était cool. On est tous amoureux de Chloé. Moi, j'étais trop amoureux de Chloé. Hein. Pas moi, je préfère Lois Lane. J'ai jamais vu blairer Lana Lang, qui était vraiment horrible. Ouais. En même temps, l'actrice, elle est peut-être Mimi, mais elle joue pas super bien non plus. Oui, ouais. En même temps, Tom Welling, c'est pas on parle de Tom Welling. Vraiment, Tom Welling. Franchement, il joue. On dirait qu'il. Attends, t'es en train de digresser. Pardon. Oui, effectivement. Donc, j'essaye de trouver un moment pour me caler dans la conversation, et c'est un peu dur. Mais on va finir par y arriver. Restons sur Batman, ou du moins sur Batwoman Elegy de Greg Rucka et J.H. Williams, avec Jock à au moins la couverture, présentée par Sophie. Oui, alors, petite présentation des bonhommes qu'on travaille dessus. Greg Rucka, donc c'est un auteur, il est super connu je pense, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur de romans policiers, science-fiction et comics américains. Alors, il est surtout connu pour sa série Lazarus chez Image Comics, que j'ai pas lu, mais effectivement, tous les éditeurs de comics que j'ai rencontrés m'en ont parlé et m'ont dit, il faut que tu lis ça. Je l'ai lu, elle est cool. Par contre, c'est l'adaptation de ça qu'ils avaient fait avec Charlize Theron. Non, c'est un autre truc. C'est un autre truc, je sais. C'est Holgard qu'ils avaient fait. Ah oui, c'est Holgard, ouais, c'est ça. Mais il était sur Gotham Central. Il est très connu pour Gotham Central qu'il avait fait avec Bob Baker. Effectivement.
J'ai eu un doute d'un coup. Et enfin, la création. Parce que c'est pas eux qui ont créé René Montoya, mais c'est eux qui ont mis René Montoya en tant que personnage lesbien dans l'univers de Batman. Tiens, ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de Gotham Central. Bah, elle parle de Grigorka. René Montoya est incroyable comme personnage et elle va apparaître dans le titre, donc c'est pas hors sujet. On a aussi J.H. Williams, qui, quant à lui, est dessinateur de comics, connu pour avoir travaillé sur Chess chez DC Comics, Death Witch chez Minestro Media et Promethea pour American Best Comics. Promethea, c'est trop bien, lisez Promethea. Mais laisse faire ça. Pour le coup, je les ai pas lus, donc je me fie à toi. Donc, Batwoman Élégie, de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire de Kate Kane. Donc, c'est une cadette de l'armée américaine qui a dû renoncer à sa carrière dans l'armée parce qu'elle est gay. Et cette scène, d'ailleurs, est assez dure et à la fois incroyable à lire. En fait, elle préfère être honnête, puisque dans le code de l'armée américaine, tu es censé ne pas mentir. Et du coup, elle renonce à sa carrière, mais pas à sa quête de justice. Et elle cherche un peu le moyen, tu sens qu'il y arrive un truc et qu'elle a besoin d'une quête, qu'elle ne peut pas rester toute seule avec elle-même. Et du coup, d'ailleurs, René Montoya lui dit qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un, mais pas elle, pour s'occuper d'elle. Cette scène aussi est incroyable. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Elle va rencontrer Batman dans une ruelle sombre et ça va l'inspirer pour devenir... c'est sa cousine, surtout. Hein? C'est sa cousine. René Montoya? Non, Kate Kane, c'est la cousine de Bruce Wayne. Ah, oui, mais elle rencontre Batman. Surtout oui. Je pense qu'à ce moment-là, elle n'est pas au courant que c'est son cousin. Sur le moment, non, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, là dans le comics, elle n'a pas l'air au courant. Après, oui, mais parce que c'est un vieux personnage en fait. C'est un vieux personnage qui a été remis en avant. Enfin bref, pardon. Et donc, des années plus tard, là, on va la suivre alors qu'elle est la cible d'une secte. Vous l'aurez compris, donc c'est un épisode qui va de Batwoman qui du coup suit la trame de la temporalité actuelle de moment des New 50, je crois que c'est des New 52, où en fait elle est, du coup il y a cette secte qui au début c'est Batman qui l'affronte et ensuite c'est Batwoman et en même temps on découvre les origines de du coup de Kate Kane et qui devient Batwoman à travers des flashbacks, mais aussi de sa relation avec René Montoya, et je reviens souvent dessus parce que j'adore cette relation, elles sont trop mimi. Et du coup, ça permet, je trouve, c'est un titre parfait pour rentrer dans ce personnage, puisque ça nous permet de la découvrir, tout en découvrant aussi son univers, qui, à travers le dessin de J.H. Williams, est parfaitement retranscrit, puisque je trouve qu'il y a le gothisme qu'on associe à Batman, à Gotham, et à la fois le côté un peu plus brut, plus rude qu'on peut associer au milieu de l'armée, et surtout à la position de Kate qui est un peu entre l'enclume et le marteau, puisqu'elle a de côté son père qu'elle adore et qui va travailler avec elle, et en même temps, il est militaire, il est haut gradé dans une armée qui l'a rejeté pour qui il était, donc position pas évidente à tenir. Et on voit qu'elle essaye un peu d'osciller entre tout ça et aussi sa mission, et ne pas, puisque Batwoman a un peu la particularité de ne pas être exactement comme Batgirl ou Robin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une disciple de Batman, elle suit un peu son propre chemin, elle n'hésite pas à utiliser des armes à feu, même si elle ne tue personne. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fois son père qui lui rappelle « Utilise le code de Batman !» Sous-entendu, ne tue pas les méchants, même si c'est des gros cons. Et du coup, c'est assez... c'est un personnage que je trouve assez intéressant, d'autant qu'elle a vraiment un look vraiment différent des autres personnages de la Bat Family. Elle a cette perruque rousse, flamboyante, qui la rend totalement identifiable. Ce costume noir et rouge qui est hyper classe, je trouve. Et ce masque, vraiment iconique, je trouve. Et qui, un peu, moi, je trouve, retrouve un peu avec la forme qu'il y avait dans les années 80 du Batman avec les grandes oreilles qu'on a un peu perdu par la suite. Et moi, j'adorais cette imagerie. Donc,
Voilà. En plus de ça, je trouve que lire ce titre aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité. On rappelle que Trump a effacé les images de toutes les femmes dans l'armée sur le site du gouvernement américain. Donc, voilà, ça fait un peu écho au rejet que vit Batwoman, je trouve. Et en plus de ça, l'intrigue est vraiment cool, je trouve. Alors, la secte, un peu, ses buts sont un peu obscurs, mais il y a ce que je trouve vraiment génial dedans, plus que ce qu'ils veulent faire, puisque les sectes, c'est toujours un peu obscur ce qu'ils veulent faire. C'est cet univers qui va mélanger science-fantasy, un peu à la Frankenstein, tout cet univers gothique anglais du roman gothique, ou même il y a des formes un peu de loup-garou qui peuvent évoquer aussi des créatures des Monsters Universal, et à la fois cette grande dame qui ressemble à Alice de Lewis Carroll. Vraiment, ça convoque tout un univers très gothique, classique, mais avec une trame très moderne, puisque des gens puissants qui se réunissent pour comploter, bon, c'est très dans ce qu'on imagine aujourd'hui. Et du coup, je trouve que ça rend le titre assez intemporel et assez efficace. Et franchement, il est très très beau. Et après, ça enchaîne sur une deuxième histoire qui est beaucoup plus thriller, sombre, inquiétant, avec une histoire de tueur en série au scalpel, qui a un putain de look aussi, le mec. Et je trouve que le twist de fin avec ce personnage-là, d'ailleurs, est intéressant. Mais je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Voilà. Et non, la secte n'est pas dans le style thérapie de conversion. Moi, elle m'a rappelé un peu la secte de la cour des hiboux. Un peu du style on t'adore, donc du coup on va te découper en morceaux et on va te sacrifier dans ce style-là, quoi. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu une parce que finalement certains, on va dire que le patriarcat a un rapport compliqué, on va dire, avec les LGBT, que tout d'un coup ils iconisent, fétichisent, et d'autre côté ils veulent sacrifier sur l'autel du patriarcat. Donc est-ce que c'est pas une imagerie, enfin une métaphore adaptée? Je ne sais pas. Vous me direz. Alors, est-ce que tu en as fini aujourd'hui, enfin maintenant avec, Ouais. avec ta présentation? Ok, merci beaucoup. Est-ce que James, tu voudrais repartir sur le comics que tu voulais présenter rapidement, la troisième personne de Emma Grove? Je veux juste. Trop gentil avec lui. Si je peux me permettre juste. Oui, je sais. Je voulais ajouter un truc sur la suite. Déjà, je suis. Bon, je l'ai déjà dit. On l'a traité dans l'émission le Batwoman de Greg Rucka. Moi, je suis très très fan du travail de Greg Rucka. Ce mec écrit les personnages féminins comme personne. Ça, on l'a déjà dit d'un milliard de fois. Mais Greg Rucka, il reste pas très longtemps sur le titre. Il reste juste pour Elegy, le titre que je t'ai passé. Après, c'est John H. Williams 3 qui reste un tout petit peu en tant que scénariste. Et après, c'est William Aden Blake, Blackman, excusez-moi, qui passe sur la suite des numéros de Batwoman, et continuer à lire Batwoman, parce que ça même si c'est pas Greg Rucka, et je suis très fan de Greg Rucka, mais Blackman est très très fort. Blackman est concerné par la cause LGBT, puisqu'il est lui-même gay, et c'est quelqu'un de très 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 militant. Je crois qu'on avait déjà parlé de lui dans un autre, mais j'ai plus l'idée de c'était quoi. Mais c'est un mec qui est très très fort. Tout le reste du run est vraiment génial. Et lisez Black Woman. Et si vous avez l'occasion, parce que tu le disais, Batwoman, c'est un personnage qui est un peu en dehors de la Bat-Family, mais qui finalement va vraiment se rentrer complètement, devenir un personnage central dans la Bat-Family, au point que elle va avoir son équipe à elle dans Detective Comics, où Batman va lui dire ok, je vais avoir besoin d'une équipe pour gérer les gros trucs de Gotham. Moi, je peux pas le faire. Je te donne une équipe, et elle va gérer Clayface, donc Gueule d'Argile. Il y a Spoiler avec elle. Je crois qu'il y a la comment elle s'appelle, la Bad Girl, qui est la ninja qui parle pas. Orphan, j'adore ce personnage d'ailleurs aussi. Ouais, enfin, parce que pour le coup, elle est pas, on sait jamais pourquoi elle parle pas, mais pour moi ça représente du coup quand même les personnes
de mutisme. Est-ce que c'est ça un nom, ça? Mais en tout cas, c'est une forme d'handicap, donc représentation. Le perso est très cool. En plus, elle a un rapport aux émotions très particulier qui me fait pencher des fois. Je me disais, autisme ou pas autisme? C'est un peu flou, mais elle a quelque chose. Je pense qu'elle a un peu de le détective comics où elle gère sa propre équipe est génial. Vraiment, ça se lit super bien. J'adore sa relation avec Guldarchil d'ailleurs. Les deux, elle est trop bien. C'est un peu maman un peu sévère et papa poule. Même avec Tim Drake qui est un peu le deuxième Batman détective, quoi. Parce que c'est pas à ce moment-là que Tim Drake quick. Ouais, il y a un moment où Tim Drake. On s'éloigne du sujet, mais vraiment, lisez du Batwoman parce que vraiment, c'est un personnage super cool à qui il arrive plein de trucs. Il n'y a pas que Batman dans la vie. Et la Bat Family, c'est génial. Et il y a plein de trucs cool. Voilà. Et je voulais dire un tout petit truc sur la troisième personne d'Emma Grove, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, dans un Rocco BD que vous pouvez les retrouver sur Instagram et sur Twitch. La troisième personne d'Emma Grove, c'est mon trigger warning. Violence médicale de ouf. C'est un titre qu'il faut vraiment pas mettre entre toutes les mains. C'est un titre avec une narration particulière. C'est un titre qui peut vraiment mettre mal si vous avez des traumas ou si vous avez une relation bizarre avec la psychologie. Ça parle donc de la vie de Emma Grove, qui en fait, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, elle a son dead name au début. J'ai oublié comment, parce que c'est un personnage trans. C'est parfait. Enfin, c'est quelqu'un de trans, puisque c'est sa vraie vie. Et en fait, elle va voir un psychologue pour qu'on lui donne des hormones pour pouvoir changer de sexe. Et en fait, je pense que c'est toujours le cas. Pour avoir des hormones, il faut passer par un psychiatre, et que le psychiatre approuve le fait que on transitionne ou pas. Et elle va tomber sur le pire psychiatre de la Terre entière, je crois, qui va lui diagnostiquer ce qu'elle a vraiment, c'est un TDI, parce qu'en fait, elle a subi des trucs très graves quand elle était petite, et du coup, elle a eu une dissociation d'identité. Pour les gens qui savent pas, un TDI, c'est un trouble dissociatif de l'identité, ce qui fait que en fait, vous avez un corps, mais dans votre corps, vous avez plusieurs identités qui peuvent passer d'un moment à l'autre selon ce que vous viviez. Et en fait, c'est très compliqué, hein, et je m'y connais pas assez pour pouvoir en parler de façon claire, mais globalement, chaque personnalité est là pour gérer une situation particulière. Genre, s'il y a un moment un peu dangereux ou un moment de stress, il y a une personnalité qui est là pour gérer cette situation parce que elle a les compétences pour gérer ce genre de truc. Quand il y a un truc un peu plus émotionnel, il y a une personnalité qui va être là pour parler de ça. Et en fait, parce qu'on suit au début que les séances de psy et on voit juste le psy et elle qui parlent, et il y a des moments où elle va switcher de personnalité pendant la séance, et en fait il y a une des personnalités qui est un garçon, et les deux autres personnalités, je crois qu'elle a 3 ou 4 personnalités, toutes les autres personnalités sont des filles, et lui il va lui dire mais vous avez un TDI, donc vous ne pouvez pas changer de sexe, et le truc est très long. En fait, c'est tout le diagnostic de TDI et c'est l'enfer médical que va lui faire subir ce psychiatre à cette pauvre Emma Grove, qui est décrit, et à quel point c'est compliqué pour quelqu'un de trans qui a en plus des problèmes mentaux de pouvoir transitionner, parce qu'il y a des gens qui peuvent lui dire non alors que elle a besoin que d'une chose, qu'on lui donne ces putains de... Déjà qu'on l'écoute, ça voilà, bien, quoi. Oui, et qu'on l'écoute et qu'on... Parce qu'il y a plein de moments où il lui dit mais non, vous mentez, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça, et enfin, alors qu'elle est juste en train de dire des choses, vraiment. Je l'ai fait lire à Diane, et Diane a eu du mal à finir le bouquin parce que vraiment le bouquin est dur, c'est vraiment de la vraie violence psychologique,
le vraie violence médicale, je veux dire, parce que vraiment le médecin est vraiment un gros con. Et heureusement à la fin, je spoil pas, mais elle va découvrir une vraie psychologue vraiment cool. Mais lisez-le, le truc, c'est vraiment intéressant et vous apprenez des trucs sur le TDI et sur la transition de genre. Je l'ai pas vécu, je connais pas. Je pense que c'est un truc qui est compliqué. C'est comme le racisme, l'homophobie, le racisme, la xénophobie. Tant que tu l'as pas vécu dans ton corps, je pense que c'est compliqué de pouvoir en parler. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont du mal à comprendre, qui n'arrivent pas à avoir cette empathie de se dire, en fait, c'est comme tous les gens qui disent on s'en fout d'avoir de la représentation, c'est pas grave, tout le monde peut. Moi, j'étais petit, je pouvais me représenter, enfin, avoir de la représentation avec n'importe quoi, même si c'était un animé de filles. Oui, mais si t'es petit et par exemple t'as un enfant noir et que tu vois que des enfants blancs dans tes animés, et te dire que en fait il y a aucun héros qui peuvent te ressembler. Et ben non, en fait, grandir comme ça, c'est compliqué. Se dire que il y a aucun récit qui parle de transition ou qui parle du fait d'avoir des thématiques LGBT, c'est compliqué, c'est dur. Il faut reconnaître vraiment. Et ça t'empêche de te projeter en fait. Oui, ouais. Par exemple, c'est important d'avoir de la représentation et surtout de la représentation aussi. Alors, dans la SFF, c'est cool, mais aussi, je pense qu'il en faudrait plus dans les films, on va dire, les œuvres qui parlent de la vie, on va dire, ordinaire, parce que ça permet de se projeter, de se dire que c'est faisable. Par exemple, si tu vois jamais d'ingénieur femme noire, et ben, si t'es une femme noire, une petite femme noire, une petite fille femme noire, tu vas pas te projeter, te dire, je peux l'être, et tu vas te dire, non, on me fermera la porte. Bon, alors c'est pas faux qu'il y a beaucoup de portes qui vont se refermer, mais si personne forçait ces portes, voilà, sachant qu'il y a plein de métiers qui avant étaient, il y avait plus de diversité, il y en a moins maintenant, donc c'est d'autant plus dur, mais au moins si tu as la représentation, ça te fait un modèle et tu te dis c'est faisable, quoi. Alors que si tu n'as pas la représentation, ça va être encore plus dur, tu vas même pas envisager de le faire, quoi. Et cela peut peut-être plus mieux en parler que nous, mais vraiment, il faut arrêter avec ce discours du fait que le fait d'avoir de la représentation, ça ne sert à rien. Vraiment arrêter. C'est effectivement absolument vitalement important pour bien des gens, et particulièrement quand il y a plusieurs problématiques qui se superposent, comme pour Emma Grove. D'ailleurs, j'aurais potentiellement dû te faire finir par cette recommandation, parce que j'aurais voulu faire une transition, une autre, sur le fait que juin, c'est le mois des fiertés LGBTQIA+, juillet, c'est le mois des fiertés du handicap. Et ça aussi, c'est important de le savoir et d'avoir des représentations là-dessus. Il y a énormément de handicaps, certains sont invisibles. Bonjour, j'ai un TDAH, je suis également concerné. Il y a des handicaps physiques, il y a des handicaps mentaux, il y a des handicaps de malvoyance, malentendance et de mutisme, comme tu en parlais, Sophie. Donc en fait, ça aurait été une transition absolument idéale sur la fin. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre émission, puisqu'il me reste mon titre à présenter. Après être passé sur des... On va sans doute reparler de handicap abandonné ou un autre. C'est très probable, mais potentiellement pas avec mon titre. Parce que après des titres absolument monumentaux comme Superman ou Batwoman, pour ma part, je vais partir du côté d'une maison d'édition plus indépendante qui s'appelle Iron Circus avec le bon accent français, qui a été créée par Charlie Spike Trotman, qui est une éditrice noire et queer. Et la maison d'édition Iron Circus est donc une machine à propulser des comics indépendants, queer, parfois 18 ans et plus, parce qu'il y a du sexe dedans, parfois. Et il y a énormément de titres qui sont, d'après moi, vraiment très chouettes à lire. Par exemple, ceux que je peux citer, c'est... Ils sont. Il y a l'Acadésie, qui est l'un des très très grands noms de comics indépendants. Je peux aussi parler du titre que je vais présenter, Letters for Lucardo, qui nous vient d'un auteur qui est finnois, Otava Heikkila,
qui est né dans les années 90, vient de Tampere, en Finlande, et a été actif depuis les années début 2010, sachant que le premier tome de Letters for Lucardo a été publié en 2015. Heikila a également fait Home by the Rotting Sea, The Second Safest Mountain, ou bien Time Will Devour His Children, très jolie référence à la mythologie grecque, soit dit en passant. Et nous allons nous concentrer sur Letters for Lucardo, qui a 3 tomes publiés sur 4, les 4 disponibles sur le site de Iron Circus Comics, qui sera mis en description. Merci beaucoup à Faye. Qu'est-ce que ça raconte? Lucardo est un vampire. Et en fait, ce vampire, qui a l'apparence d'un homme d'à peu près 33 ans, noir, absolument magnifique de mon point de vue, il a un amant, et cet amant a 61 ans. Ed Fielder est un scribe dans un palais royal, et il y a énormément de différences physiques entre Ed Fielder, qui est un vieil homme blanc, relativement fin, et Lucardo, qui est un aristocrate très très joli, hein, très très beau à voir, vraiment rien à redire là-dessus. Et il y a plusieurs problèmes vis-à-vis de leur relation. La première est que Ed, lui, n'est pas noble. C'est un homme commun dans tous les sens du terme. C'est un homme du peuple, c'est un homme qui n'a rien à voir avec la noblesse, c'est un homme qui a l'air très très ordinaire à première vue. À côté, Lucardo, qui non seulement est un aristocrate, mais en plus est un vampire, immortel, particulier, et avec une famille qui est étrange, pour le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire que quand on commence à s'intéresser à la famille en question, on tombe rapidement dans le domaine de l'horreur. Horreur plus ambiance psychologique que jumpscare, raison pour laquelle je réussis à lire ce livre. Il y a, disons, quelques petits chocs culturels entre les deux, même s'ils s'entendent très bien. Sachant qu'aussi, l'un des soucis en question, c'est que Ed Fielder a 61 ans. On parle d'un monde qui doit se situer approximativement dans les années 1700-1800. Ed Fielder est sur la fin de sa vie et pourrait mourir d'un jour à l'autre, avec un amant qui est immortel. Forcément, celui-ci n'est pas spécialement d'accord. Donc, il va falloir s'intéresser aux circonstances de l'un et de l'autre. Excuse-moi, qui a voulu poser une question? Non, attends, tu m'as remis? Non, il y avait juste une question dans le chat. Je disais à James de répondre à l'écrit, mais il comprend pas quand je le mime. J'essaie de chercher le Letter for Lucardo, et je le trouve pas sur le site. Parce qu'il y avait Chucky qui demandait si c'était disponible en France. Désolé. Alors, c'est bon. C'est techniquement disponible en France parce que tu n'as pas d'obstacle à acheter un PDF. Simplement, par contre, c'est en anglais. Et je ne crois pas que ça soit traduit en français à l'heure actuelle. Voilà, je vous montre des images. Vous avez des petites images de Letter for Lucardo. Alors, attention, c'est un comic qui est 18 ans et plus parce qu'il y a des scènes de sexe. C'est joli en tout cas. Sachant que le comics en lui-même est en noir et blanc, mais effectivement, je trouve les couvertures superbes et le travail de Heikila sur la couleur est magnifique. Ceci dit, le noir et blanc est superbement utilisé. On peut le voir sur la dernière page de cette preview où l'on voit The Silent Lord, le Seigneur silencieux. Il est creepy. Vraiment, croyez-moi, vous avez encore rien vu. Letter, Silent Lord, c'est là. Ouais. Tac. Sachant que Lucardo et son amant Ed ne sont pas la seule relation queer du lot, même si c'est celle sur laquelle on se concentre, il y a beaucoup de relations qui sont très intéressantes, même si plus secondaires à l'intrigue. Okay. Puis, personnellement, je suis absolument fan des vêtements, de la façon dont ils sont représentés, et j'aime énormément le style graphique aussi. Tu veux dire que tu es absolument fan des vêtements tout court, des dessins de vêtements? Je prends tout de suite. Des dessins avec Stolas. Ça envoie un peu des vibes entre T1 et Empire. J'espère qu'ils sont moins toxiques dans leur relation. Alors, les uns avec les autres, je dirais potentiellement. Par contre, avec le Seigneur silencieux, compte pas sur moins de toxicité. Vraiment, c'est pas la peine d'espérer. Est-ce que j'aime aussi les patrons?
De couture, évidemment. Par Oui, contre, parce pour que les patrons Ouais, qui ne sont pas de couture, ça dépend lesquels, on va dire. ouais. Ils doivent faire Le leur preuve. Bezos, par exemple. Hmm. Voilà. Mais ça a l'air très cool en tout cas. Ouais, ça donne envie, Franchement, de franchement. ce que j'ai lu, c'est très chouette. J'attends avec impatience la fin du dernier tome, enfin la parution du dernier tome. C'est celui qui conclura l'intrigue et j'ai hâte, j'ai très très hâte. Mais ça veut dire que c'est dans ton lore un peu pour avoir entendu parce que notre ami Stolas est dessinateur et pas que, puisque scénariste aussi, avec un lore très 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 fourni. Alors, on reparlera de tout ça quand j'aurai des choses à publier. Ouais, mais pour t'avoir entendu parler de ton lore avec plein de gens, c'est tellement foisonnant de partout, quoi. Et L'Eternal of Lucardo, bon, il y a des vibes un peu de ce que tu, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais de ce que tu racontais, de ce que je t'ai entendu raconter à plein de gens autour de ton lore. Alors, je pense que c'est plus une question d'affinité, c'est le genre d'histoire vers lesquelles je gravite parce qu'il y a beaucoup de psychologie des personnages. Mm. Mais effectivement, c'est très possiblement l'une de mes inspirations pour certains aspects. Et on a hâte de voir ce que tu verras, parce que tu dessines très très bien déjà. Sachez-le. Merci. Si vous suivez pas Eh bien, les chouettes et chasses, hein, on est sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Oui. Allez-y, go. Et je sais pas si tes commissions sont toujours ouvertes, mais absolument, elles le sont. Allez-y. Ceci dit, la suite au prochain épisode, pour quand j'aurai des choses à publier. Et je vais vous redonner la parole pour la fin de l'émission. Ouais, j'arrive au bout. Attends, j'arrive au bout. Tu vois quand on fait pas de digression, James. On n'a pas fait beaucoup de digressions et en plus j'ai vraiment beaucoup parlé. J'ai fait super long sur John Kent. J'avais plein de trucs à dire. Je tiens à dire aussi, parce qu'on me l'a fait remarquer, et en plus je devais le lire, mais j'ai oublié de le lire. Il y a Marvel qui a fait l'effort de publier, parce que DC et Marvel le font chaque année pour la Pride, ils postent un magazine, enfin un issue spécial. Et Panini l'a fait en 2023 et en 2024. Ils l'avaient traduit et ils l'avaient mis à disposition. Enfin, ils l'avaient vendu, quoi. Donc, allez-y, vous pouvez le lire si vous voulez. Je sais pas si c'est bien, mais a priori, ça peut être marrant. Surtout les persos on n'a pas beaucoup parlé des persos Marvel queer, mais il y en a plein et ils sont super cool. Moi, je pense à Hulk et Wiccan qui sont dans Young Avengers. Si vous n'avez pas lu Young Avengers, ils sont trop mimi. Ouais, et Wiccan dans la série Agatha All Along est vraiment cool et j'espère vraiment. Mais la série est vraiment bien. Ouais, la série est bien et j'espère pour la suite ils vont aller vers lui, vers des trucs un peu dans ce style-là, parce que le perso est cool. L'acteur est vraiment génial. Moi, j'ai pas vu. C'est un des persos de Heartstopper. C'est ça. Et d'ailleurs, j'aurais pu parler de Heartstopper, qui est une autre. C'est un webtoon. C'est un webtoon, mais un webtoon anglais. Mais je l'ai pas lu moi, mais j'ai pas lu encore. J'en entends beaucoup de bien. Je sais pas si Stolas tu l'as lu ou si tu. Oui, je l'ai lu. C'est une tranche de vie avec des personnages qui sont adolescents, fin de lycée, et effectivement, c'est très sympathique. On y parle de problèmes d'ordre maladie psychologique, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas forcément des choses qui sont généralement abordées, d'autant moins dans une histoire queer, et c'est rafraîchissant. Et c'est cool que ce soit super grand public parce qu'apparemment ça a marché de ouf et ça a été adapté en série télé. Sur Netflix, je crois. C'est Heartstopper, donc Heart comme le cœur et Stopper Hop comme ça. Est-ce que je peux faire une mini reco qui est en relation avec Heartstopper? Vas-y, je t'en prie. J'ai découvert sur Webtoon, alors je l'ai lu en anglais, je sais pas si ça y est sur le français, mais c'est une série qui s'appelle Starcatcher, qui raconte en fait l'histoire de deux personnages. Donc il y a un jeune ado qui a des problèmes de dépression, il s'est fait de la scarification, il a fait tentative de suicide, enfin bref, ça allait pas super bien, qui arrive à la fac et qui rencontre un autre élève, et cet autre élève, lui, il se retrouve à la fac à faire une formation que ses parents lui imposent mais qui est pas vraiment ce qu'il veut, et lui s'interroge beaucoup
sur son orientation sexuelle. Et donc, il fait plein de recherches et tout. Et quand ces deux gamins se rencontrent, c'est le coup de foudre et ils tombent amoureux. Et en fait, chacun va apprendre de l'autre, chacun va se faire du bien. Et en fait, c'est une BD qui est toute mimi. Et il y a des thématiques qui me font penser à ce que vous avez dit sur Heartstopper. Et vraiment, j'espère que ça va sortir en papier parce que les dessins sont magnifiques. Les deux persos sont hyper attachants dans leur histoire d'amour, sur ce qui se construit et tout. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça trop bien. C'est vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et alors, Trigger Warning, ça parle aussi de maladie mentale et aussi de la pression que les parents peuvent exercer sur leurs enfants au point de leur faire du mal mentalement, physiquement. Mais il y a quand même un côté super bienveillant autour. Et vraiment, je vous le conseille. Il y avait Xav sur le Discord qui nous demandait si on allait faire une version Manga Aken, puisque Manga Aken c'est notre version, notre émission autour du manga, aussi Pride. Mais comme en fait on parle de BL, enfin de Boys Love à chaque émission, on se disait que c'était peut-être pas vu qu'en plus on galère à faire des émissions. C'est ça, on a d'autres thématiques à faire, mais c'est vrai que à chaque fois dans les thématiques qu'on propose, il y aura toujours au moins un titre qui présentera des persos LGBT. Donc effectivement, ça peut être dans la rubrique de Sigyn, ça peut être même moi un truc où James qui va proposer. Donc il y aura forcément tout le temps. Mais pour le coup, j'en profite vu qu'on a fait court et on peut se permettre de balancer des recos. Moi, je vous balance She Wasn't a Guy, qui est un yuri, donc un manga autour de deux filles qui sont amoureuses. Qui sont amoureuses, on ne sait pas. Elles vont apprendre à se connaître. Oui, quoi? Non, elles ont quand même un sacré crush l'une sur l'autre. Hein. Oui, je pense. Oui, il y a un crush. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui est qui aime beaucoup le rock, alors que au Japon, le rock c'est pas trop à la mode. Et elle est un peu amoureuse de son petit disquaire qui a un masque sur la tronche avec une casquette. Elle va tous les samedis, elle va chez son disquaire qui lui fait des super recommandations. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, son disquaire, c'est sa voisine de classe. Elle va l'apprendre, il va y avoir des petites relations qui vont se faire. Les dessins sont super bien, le manga est génial. Si vous arrivez à choper des tomes 1, parce qu'à mon avis c'est compliqué de choper des tomes 1, vu que ça ils ont dû en rééditer, je pense. Ouais, ils ont dû en rééditer, mais vraiment plusieurs fois. Ouais, il y a un... Le tome 3 sort le 2 juillet. Et il est précommandé bien. Et Faye, elle est en mode oui, je le veux. J'ai vu les précommandes, j'ai dit à Hélène qui s'occupe de bouquin, je fais tu me le précommandes. Mais je sais que mais même pour Stolas, ça a été un coup de cœur, non, She Was the Guy. Oh, absolument, j'adore ce manga. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que ça a d'abord été des petits strips qui étaient publiés sur Twitter et qui ont été absolument viraux. La recette du manga noir et blanc avec des pops de vert, citron vert, vous voyez, magnifique, a été gardée avec un magnifique effet. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le tome 2, les tomes fin du tome 1 et tome 2, donnent à voir une relation qui est beaucoup plus slow burn que ce à quoi on pourrait s'attendre avec ces comics, ces strips initiaux. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'on prend vraiment le temps de construire et de voir les détails de leur relation, ce qui pourrait rendre les choses compliquées, et on se demande comment ça va marcher. Et j'espère sincèrement que ça va marcher. Et je me permets deux autres petites recos en manga encore, parce que si vous avez, on nous a demandé et Sophie nous a dit je pars à 23h, il est 22h, donc peut-être que Sophie stresse aussi. Ouais. Moi je voulais recommander L'amour est au menu. Enfin non, Faye, je veux donner la parole. Et Faye, est-ce que tu veux parler un peu de L'amour est au menu, parce que tu en as lu plus que moi et je pense que tu peux. Je viens de lire le dernier tome. Et coup de cœur. Méga coup de cœur, c'est-à-dire qu'on a deux persos de femmes qui vont apprendre à se découvrir au travers de leurs discussions autour de repas, parce qu'on a un des personnages qui adore cuisiner
et qui était un peu triste de cuisiner pour elle seule. Et donc un jour, elle rencontre sa voisine qui aime bien manger, ça tombe bien. Et donc les deux femmes vont se faire souvent des repas. Et au travers de leur discussion, elles vont se poser des questions aussi sur, tiens, j'ai un coup de cœur pour cette femme, est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis autre chose, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et tu as tous les trucs aussi sur la société japonaise, sur ce qu'on impose aux femmes, genre une femme qui mange trop, ça va pas, une femme qui mange pas trop, ça va pas non plus, une femme qui ne rentre pas dans ce que lui dit la société, à savoir, t'arrives à un certain âge, t'es pas marié, t'as pas de gosse, ça va pas. Donc voilà, il y a plein de questionnements comme ça autour de cette histoire, et vraiment il y a de très beaux portraits de femmes. Après on va découvrir d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants, et voilà, moi j'aime beaucoup. Et moi je voudrais conseiller The Summer où Hikaru Died. Oui, je sais pas si c'est le bon titre jusqu'au bout. Qui est, je sais pas si c'est un B, enfin oui, c'est un BL. C'est une histoire horrifique avec un sous-entendu BL, on va dire. Voilà. C'est l'histoire de Hikaru. C'est comment il s'appelle l'autre? Hikaru, c'est celui qui est. C'est l'histoire d'un mec. Oui, c'est l'histoire d'un mec. Qui a un ami qui s'appelle Hikaru. Son meilleur ami s'appelle Hikaru. Il y a un moment où son meilleur ami va partir pour faire une. Non, ça commence pas comme ça. Ça commence direct où t'as le gars qui va voir son pote, il lui dit: ah, mais t'es un peu chelou, t'es sûr que t'es vraiment mon pote? Voilà, c'est un peu ça. Je refais mon pitch du début, oubliez ce que vous avez dit. Mais non, parce que ce que tu dis, ça arrive plus tard et c'est une espèce de twist. Le meilleur ami revient, donc Hikaru revient. Au moment où son meilleur ami va le voir, il va le trouver différent, pas comme Hikaru est censé être. Mais il aime tellement Hikaru qu'il va se dire, c'est pas grave, je vais rien dire et je vais apprendre à connaître ce nouvel Hikaru, et on va comprendre que ce personnage n'est pas vraiment humain. Et il y a une espèce de, il y a Hélène de Bunka qui, je sais pas si elle t'a dit ça, Stolas. Il y a un mec qui est venu la voir et qui lui a dit: oh, c'est vraiment une vraiment belle histoire d'amitié. Non, c'est pas une histoire d'amitié du tout. Il y a vraiment, ils sont amoureux, ça se voit qu'ils sont amoureux. Et c'est très beau, l'histoire est très belle. L'horreur à la japonaise, et moi je suis très friand de ce type d'horreur là, où ils mêlent leur culture, et il y a un côté un peu effrayant en même temps. Vraiment, c'est une super. Il va y avoir, effectivement, comme dit Faye, il va y avoir un animé le 5 juillet qui va arriver. Je sais pas ce que ça va donner en animé. Je sais pas si, je crois qu'il va être sur Crunchyroll, mais je suis pas sûr. Ouais. Et faut vraiment, faut que Sophie elle le lise. Je suis sûr qu'elle va. C'est trop son type de truc qu'elle pourrait kiffer. Je sais pas, tu l'as lu, Stolas? Alors j'ai lu le premier tome. Le premier tome avait l'air très prometteur. Ah, d'accord. Est-ce que tu as une reco manga, Stolas, autour du thème? Je peux t'interrompre 2 secondes, James. Est-ce que tu sais que notre mémoire de travail ne peut enregistrer que 7 items et balancer beaucoup plus que 7 recos là? Et pour ma part, heureusement pour la mémoire de travail de tout le monde, je n'ai pas de reco, mais j'ai été vérifié. The Summer Hikaru Died sera un animé sur Netflix. Ah, Netflix, merci, j'étais pas sûr. Ok. Est-ce que tu as une reco dans le manga, dans le genre LGBT, Stolas? Je pense qu'on en a eu assez là pour ce soir. Tu veux même pas Ma Senpai est un homme? Non. On en parlera. On peut faire Ma Senpai est un homme. De toute façon, on va en reparler, c'est certain. Mais effectivement, Ma Senpai est un homme est un manga auto-édité français où on suit, pour faire très très vite, l'histoire de Cassiopée, qui est une jeune femme venant d'une prestigieuse lignée qui entre dans une école de magie pour femmes. Le petit souci, c'est que Cassiopée n'est pas exactement l'étoile la plus brillante de la constellation au niveau académique et se débrouille très mal. Dans la première journée, elle arrive à faire exploser un verre d'eau et à faire une crise de panique. Elle va donc se retrouver avec une tutrice qui est dans l'année supérieure, elle est donc sa senpai, et bien entendu, comme on le voit dans le manga, sa senpai est un homme. Sachant que c'est un homme qui se travestit afin de mener une enquête dans cette école, parce que son frère y enseignait et que son frère a disparu. Histoire qui a été enterrée pour des raisons étranges et bizarres. C'est une histoire qui est queer à de multiples points de vue. On joue avec les codes de la romance. Est-ce que les deux vont finir en couple? Qui sait? Potentiellement pas. Et en fait, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'on commence avec du comique
Et on continue avec une histoire qui prend de plus en plus d'ampleur, qui a des enjeux qui deviennent de plus en plus vastes. Et en même temps, très vite, on se rend compte que Cassiopée n'a pas eu une vie toute rose. Et que ça va être potentiellement une histoire qui va vous briser le cœur à de bien des reprises. La caractérisation de personnage et la cadence de l'histoire sont pour moi les grands points forts. C'est fait par Jelexia. Et encore une fois, c'est en auto-édition. Soutenez vos petits artistes. Et normalement, j'en ai déjà parlé dans l'émission parce que si j'ai mon programme sous les yeux, on terminera la saison 9 de Comics Discovery le 8 juillet avec l'émission sur Superman, parce qu'on va faire une grosse émission sur Superman avec des gens qui n'ont jamais lu de Superman, et on va essayer de faire lire du Superman à des gens qui n'en ont jamais lu. Et on aura Spades qui va nous faire un gros recap sur ce qu'est Superman, pourquoi c'est important de lire du Superman. Enfin bon, bref, vous verrez. Vraiment, cette émission me tient à cœur. Donc on va finir sur cette émission-là. Peut-être qu'il y aura, si on a aimé le film, on fera une émission sur le film. Si on n'a pas aimé le film, on ne fera pas d'émission sur le film. Quand on a aimé Thunderbolt, on n'a même pas fait d'émission, mais on verra. Et du coup, on enchaînera avec un programme estival. Je ne sais pas encore comment on va le caler et comment ce sera. Peut-être que ce sera en live, peut-être que ce sera pas en live. Peut-être que comme l'an dernier, on les enregistrera de notre côté et on vous les postera au fur et à mesure. C'est peut-être plus chill pour nous. Vu qu'il y a la chaleur, que j'ai tendance à faire des malaises, si je peux éviter de les faire en direct pour une fois, ça serait sympa. Peut-être qu'on fera ça. Et on fera des mangas. Comme ça, on montrera un peu le flux autour du manga pour vous rappeler que Manga Aken est là et que Manga Aken va continuer. T'as adoré perso Thunderbolt? Peut-être qu'on fera une émission Thunderbolt pour rigoler. Parce que le film était cool. On attendait que Sophie aille le voir en fait. Et Sophie n'est toujours pas allée le voir. Voilà. C'est un Marvel. Et en plus, il est bien. Il est bien. Mais là, avec les températures qu'il fait, le métro. Va voir le tonton des États-Unis. Ouais. Sophie va voir. Moi, je ne sais pas si tu vas l'aimer. Allez voir Life of Chucky. Life of Chucky, c'est. Life of Chucky, excusez-moi. Life of Chucky, c'est trop bien. Voilà, juste. J'allais te dire que Life of Chucky, j'ai probablement pas allé le voir. Stolas va voir Life of Chuck. Vraiment, c'est ouf. Est-ce que c'est de l'horreur? Non. Même si c'est du Stephen King, mais c'est pas de l'horreur. Voilà. Ok, j'ai un peu du mal avec Stephen King. Nous y verrons. Ceci dit, Sophie voulait nous partager sa recommandation d'une anthologie. Je te laisse donc la parole, Sophie. Tout à fait, je vais vous la montrer, je leur physique. Donc c'est Terreur nordique, je suis désolée pour toi, cela c'est de l'horreur. Mais t'es pas obligé de le lire. J'ai participé à ce recueil qui est sorti ce mois-ci, qui parle donc de mythologie et de mythes nordiques. Donc Loki, Odin, Thor, toute la team. Mais aussi les créatures pas toutes bien sympathiques, n'est-ce pas? Et dans ce qui fait du coup par les éditions Luciférine, qui sont spécialisées un peu dans le fantastique et horreur. Donc on a 14 histoires différentes. Certaines se passent de notre époque moderne, avec par exemple l'histoire de Loki qui est enceinte de comment ça s'appelle du cheval à 8 pattes. Ah d'accord. Oui, Sleipnir. Sleipnir. Il a beaucoup d'enfants monstrueux et il est gender fluid puisqu'il se change souvent de comme dans Marvel, il est gender fluid aussi dans Marvel. Tout à fait. Et du coup, dans cette nouvelle-là, il arrive pour se faire avorter parce qu'il se dit c'est quand même pas terrible d'accoucher d'un monstre au corps. Je vais essayer de faire quelque chose pour ça. Et il tombe sur une pro-life américaine au Texas. Et voilà. Par exemple, c'est une des nouvelles du texte. Mais il y a aussi une nouvelle avec des Jarls et des Vikings qui essayent de négocier. Ça se passe mal et c'est fini avec un aigle de sang. Je ne vous raconterai pas les détails pour ceux qui sont sensibles. Je que mais c'est très graphique et rouge, on va dire. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de sang. C'est ça. Il y a beaucoup de sang. Voilà. Donc, il y a un peu tous les styles. Il y a de la comédie horrifique, du psychédélique un peu nawak. Moi, j'ai fait du found footage littéraire.
J'essaie de me dire comment tu traduis ça en littéraire, du fun text. Ah, c'est marrant, c'est un peu ce que tu fais. Ouais, c'est une nouvelle aussi que j'ai fait. Ouais. Mm. Tu sais, je te l'avais fait lire. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, avec la muse. Non, l'autre, dans la rue. Ok. Je me souviens plus que c'était. Ah bah je te remontrerai. Que c'était ce style-là. Voilà. Et à chaque texte illustré, alors il y a des illustrateurs récents, modernes, qui ont fait des illustrations, comme celle-ci. Et il y a des illustrateurs de l'époque de l'Edda poétique, tout que je retrouve. Je crois que celle-ci, c'est une d'époque. Ouais, de 1906. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc, il y a des magnifiques illustrations et il y a aussi, après chaque illustration, il y a un petit article qui a été fait par l'éditrice qui explique la légende qui est abordée dans la nouvelle. Du coup, vous avez à la fois une espèce d'encyclopédie sur les mythes et des nouvelles dans un recueil qui est très, très joli, avec une couverture holographique pour ceux qui ne voient pas la vidéo, qui du coup pour représenter cet univers. Voilà. Trop cool. Pas aller sur le site et un jaspage. Voilà, et un jaspage, voilà, qui est pareil fait par. C'est pas fait par Enya, c'est fait par des illustrateurs talentueux, voilà. Et ça se voit, j'ai envie de se dire. Effectivement, c'est absolument magnifique. Voilà. Donc, si vous voulez encourager un éditeur indépendant et surtout encourager les éditeurs en général à faire appel à des illustrateurs, ruez-vous sur ce genre d'ouvrage parce que c'est ce qui encourage les éditeurs à embaucher des illustrateurs, à se dire on fait du travail en commun, on fait des ouvrages de plus en plus illustrés. Et si vous voulez que les choses arrivent dans le commerce, il faut que vous achetiez pour qu'on voit qu'il y a un message et qu'on se dise c'est faisable, faisons-le, quoi. Je vais me permettre de transitionner sur ce que tu viens de dire. Ah, d'ailleurs, c'est pas mon rôle, ça. J'oublie un truc, mais on a pas mal des auteurs qui sont queer, voilà. Donc, en plus de ça, représentation. Moi, j'avais une question, mais c'est une question pour les auditeurs surtout. Je la reposerai sur le Discord. Peut-être que les gens me le diront, même si j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde. Bon. Je râle un peu sur le fait qu'il n'y a pas grand monde qui sont allés voir mes strips. Je poste des strips, je l'ai annoncé depuis un petit moment, sur mon Substack. Je vais les poster aussi j'ai commencé à les poster aussi sur Tumblr. Donc si vous voulez pas aller sur Substack, ils seront sur Tumblr. Ils seront bientôt normalement, si tout se passe bien, aussi en anglais sur Tumblr, comme ça pour si vous avez envie de les lire en anglais ou si vous n'êtes pas lecteur francophone. Bon, si vous n'êtes pas lecteur francophone et que vous nous écoutez, je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, ils seront aussi disponibles en anglais. Je commence à en avoir pas mal. Et je me demande si, quand j'aurai assez de potentiel, si je pourrais pas tout, parce que mon style est en train d'évoluer sur pas mal de. On aura le lien dans la description. Oui, bien sûr, il y aura le lien dans la description. Vous inquiétez pas. De tout ce qu'on a parlé, hein. On va essayer. On essaiera de mettre tout dans la description, n'est-ce pas, Faye? Non, c'est moi les 3 quarts du temps qui fait les descriptions. Je le mets pas, donc il y aura pas. Mais bref, si ça vous intéresse, j'aimerais et c'est un petit défi que j'aimerais me donner, peut-être pour cet été ou peut-être pour après, d'en faire un petit fanzine, peut-être augmenté, avec parce que mon style évolue comme je disais, donc il y a des trucs que j'aimerais bien redessiner avec mon nouveau style et l'augmenter et voir ça avec Anishka qui est ma prof de dessin. Et si ça vous intéresse, peut-être en faire un petit fanzine et le vendre pour une somme modique où je n'aurais juste pas à me rembourser le fait de devoir l'imprimer. Donc si ça vous intéresse d'avoir un petit fanzine de mes strips, et dites-le moi. Je suis intéressé d'avoir vos retours.
En plus, j'ai une petite idée de petit fil rouge que je pourrais rajouter. J'en ai parlé avec Faye, elle a dit que c'était rigolo. Donc peut-être que ça pourrait être cool. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et vu que personne ne dit rien dans le chat, c'est que tout le monde s'en branle. Ça m'intéresse, Luna. Ah, merci beaucoup. Merci Luna, ça fait plaisir. Elle t'a fait mentir. Il t'a fait mentir. Ouais. Mais je vois, c'est parce que je vois Agnieszka faire des fanzines et faire des trucs et j'ai envie d'avoir un objet physique de ce que je dessine et de je confirme, ça fait vraiment du bien. Ouais, et je l'ai jamais fait encore et je me dis que ça pourrait être l'occasion et d'avoir un petit truc un peu joli, un peu sympa, mais fait un peu en mode fan-made, un peu à l'arrache, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Surtout que Agnieszka lance les cours du soir, et moi les cours du soir, je crois que je vais en faire beaucoup si j'ai l'argent, parce que ça demande de l'argent de faire des cours de dessin finalement. Donc envoyez de l'argent sur le Tipeee pour que je prenne des cours de dessin, s'il vous plaît. Mais ça va pas. Non, mais je rigole. Conclue ton émission. C'est pas moi, c'est pas mon émission. Je vais t'appeler Calimero maintenant. Stolas, faut que tu reprennes le pouvoir, sinon. J'ai bien l'impression, effectivement. Après, le souci, c'est que c'est pas moi qui vais faire les mots de la fin, puisque les mots de la fin sont. Je suis dégoûté. Attends, James, hâte de crier. Stolas, si tu veux, t'as quand même passé la parole et je reprends. Comme ça, je fais les mots de la fin. Faye, je t'en prie, donne-nous le mot de la fin. Bien sûr, alors chers amis, vous avez envie de suivre nos folles aventures, de découvrir toutes nos productions, eh bien il y a le site web James et Faye où vous retrouvez tous nos liens. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye, on est surtout sur Instagram, sur Blue Sky, et James a aussi fait, je crois, un TikTok. Je sais plus si c'est James et Faye aussi. C'est James et Faye sur TikTok. Voilà, parfait. Donc voilà, on est dessus. Si vous voulez discuter avec nous et avec notre très très belle communauté, eh bien il y a aussi notre Discord. Vous pouvez venir, voilà, vous inscrire. Pareil, tous les liens sont retrouvés via le site. Ouais, tout est dans la description. Tout est sur le site internet jamesfake.fr. Effectivement. Merci beaucoup Stolas d'avoir animé cette émission. Merci à vous de m'avoir invité à le faire. Je crois que tu fais partie des seuls. Je crois qu'il y a Noémie qui a fait une émission. Il y a combien de personnes? Moi, tu m'as laissé faire parce que t'étais pas bien, mais t'as fait que me couper. Ouais. Alors que Stolas, t'as rien dit. Il y a Jordan qui avait fait une émission qui était pas terrible d'ailleurs. Je le tiens, voilà. Mais ça va pas, mais dis pas ça. Je dis pas ça à l'antenne? Bah, ils nous écoutent pas, on s'en fout. Bah, tu sais pas si attendez, on a oublié de faire. Voilà. Voilà. La personne qui se reconnaîtra. Sache, cette personne-là, que les E signifient qu'on fait des phrases compliquées, James et moi. Et alors, c'est aussi peut-être à cause de notre TDAH, mais ça veut dire aussi qu'on est du coup des gens intelligents parce qu'on fait des phrases compliquées et complexes. Voilà. Ouais. Que notre langue n'arrive pas à suivre la vitesse de notre pensée, peut-être aussi. Après, moi, quand j'ai demandé à ma psychiatre de me diag officiellement ce qu'elle m'avait diag de mon TDAH, elle m'a dit « Ah, mais le TDAH, c'est qu'un truc inventé par les groupes de pharma pour vendre de l'air Ritaline aux gens. Hein. » Voilà. Il y a des gens, il y a des médecins psychiatres qui pensent ça. Ça existe. J'espère qu'elle n'écoute pas cette émission parce que sinon elle va m'engueuler à ma prochaine séance. Mais voilà. Peut-être que si jamais elle écoute l'émission, elle saura qu'il faut peut-être qu'elle fasse requalifier son diplôme avec des connaissances un peu plus modernes. Après, c'est un problème général pour la médecine. Hein. Mon ancien médecin qui était parti à la retraite m'a raconté une histoire qu'il avait un ami psychiatre et les psychiatres, normalement, font 9 années d'études de médecine avant de devenir psychiatre, hein, faire des études sur la psychiatrie, et qui avait complètement zappé les bases normales de la médecine et qui était resté dans un sauna pendant 1 heure. Et il faut savoir que le sauna, c'est un air sec. Ça te cuit les poumons. Le mec s'est tué tout seul en faisant une Darwin Award alors qu'il avait fait 9 ans d'études sur la médecine qu'il avait réussi à oublier. Voilà. Donc, c'est bien de faire des formations régulièrement et de se remettre au goût du jour pour éviter de mourir connement, par exemple. Mais si vous pensez que vous avez un TDAH, il y a des assos. Et elle m'a conseillé le cercle TDAH, apparemment, sur Montpellier. Je ne sais pas si tu connais Stolas, mais apparemment, c'est bien. Voilà.
Pas du tout, mais c'est une ressource qui est intéressante potentiellement même pour notre auditoire. Et j'en profiterai pour redire que nous sommes le 19 juin, donc le 19 jour du mois des fiertés. Oh, d'ailleurs, nous sommes également Juneteenth, qui est un jour spécifiquement américain, mais pour les personnes noires et contre les violences policières. Et que en juillet, nous serons le mois des fiertés du handicap et de la visibilité du handicap. C'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Et nous sommes le premier Messidor du calendrier républicain. Voilà. Si vous avez besoin. Ça, je pense que c'est un peu moins d'actualité. Une info dont on se fout complètement. Sachez-le. Est-ce que, Jeff, tu peux nous compter le temps en décimal, s'il te plaît, pendant qu'on y est? Moi, ce que je vois, c'est que je vous avais fait une conclusion de professionnel et James est reparti dans la digression. On a niqué son... Mais parce que c'est l'émission de la digression. J'y peux rien. Je pense qu'il faut conclure. On va conclure. La semaine prochaine, on vous parle de Rock Exodus. De notre ami Jeff Jones et Gary Francis. Attends, tu peux le redire avec un accent Rock. Non, normal. Rock Exodus. Voilà. Je crois que c'est Jeff Jones, Gary Frank, si je dis pas de bêtises. Et je crois que je dis des bêtises. Bon, en tout cas, on fait Rock Exodus. Je crois que c'est du Jeff Jones et je crois que c'est du Gary Frank et ça va être bien. Viandé. Ça parle de robots, si vous aimez les robots. Conclu. Voilà. Excusez-moi. Après, tu vas râler qu'il faut que tu coupes les trucs. Ah, mais moi, je coupe rien. Hein, allez, c'était Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir les comics. Salutations. Allez, bye. Salut. Salut. Terminé.